Bienvenue à tous et à toutes à ce troisième numéro de la saison 2 de notre émission Podcast Employabilité. Merci à tous pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet essentiel pour toute personne en quête d'emploi. Comment préparer un bon dossier de candidature? Pour ce fait, nous avons avec nous M. Wissam Alaric Koda, responsable des ressources humaines à Isocel Télécom. Je ne saurais mieux le présenter que lui-même. Bonsoir monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous prie, monsieur Wissam, de vous présenter afin que les différents participants puissent mieux vous connaître. Alors, bonsoir madame Pimoudé. Je vous remercie de m'avoir convié à votre podcast. Alors moi, c'est Koda Wissam Alaric. Je suis actuellement responsable ressources humaines à Isocel Télécom. Je m'occupe essentiellement de tout ce qui est recrutement au sein de la société, de tout ce qui est gestion administrative des contrats et des expatriés et des employés locaux et de tout ce qui est procédure RH et procédure disciplinaire au sein de la société. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur, pour votre présentation. Nous sommes agréablement ravis de vous avoir parmi nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que vous pouvez, au cours de l'émission, m'envoyer vos questions en inbox afin que je puisse les poser à monsieur Wissam après les questions prévues. Merci. Monsieur Wissam, dites-nous, qu'est-ce qu'un dossier de candidature et quels sont les documents qui le constituent? Alors, déjà, un dossier de candidature, pour simplement la définir, c'est un ensemble de documents que vous soumettez lors de votre demande pour un poste ou une opportunité d'emploi. Il permet à l'employeur ou au recruteur de mieux vous connaître en évaluant vos qualifications, vos compétences et vos expériences professionnelles. Alors, quels sont les documents constitutifs d'un dossier de candidature? Donc déjà, le contenu exact d'un dossier de candidature peut varier en fonction de l'entreprise et du poste pour lequel vous postulez. Alors, comme document constitutif, on peut citer entre autres la lettre de motivation. Il s'agit d'une lettre dans laquelle vous exprimez votre intérêt pour le poste et l'entreprise pour laquelle vous postulez, ainsi que les raisons pour lesquelles vous êtes le candidat idéal. Alors, la lettre de motivation doit être personnalisée et spécifique à l'entreprise pour laquelle et au poste visé. Ensuite, nous avons le curriculum vitae que nous appelons couramment le CV. C'est un document essentiel qui résume le parcours académique, les expériences professionnelles, les compétences et les réalisations. Donc, il doit être clair, concis et bien organisé. Donc, il est important aussi également d'y inclure vos coordonnées, votre formation, votre expérience de travail, vos compétences pertinentes et toute autre information pertinente. Certaines entreprises peuvent vous demander de fournir des références professionnelles, c'est-à-dire des personnes qui peuvent attester de vos compétences et votre expérience. Donc, il est préférable de demander avant tout l'autorisation à vos références avant de les inclure dans votre dossier de candidature. Par exemple, moi, si vous avez eu à collaborer avec moi ou j'ai eu à vous superviser au cours d'un stage professionnel et que dans votre CV, vous voulez éventuellement me mentionner en tant que personne de référence, la moindre des choses, c'est au moins avant tout de m'informer que vous l'avez fait, afin que demain je ne sois pas surpris au cas où on m'appelle pour me demander des informations sur peut-être notre collaboration remonte à 4 ou 5 ans, j'ai eu le temps peut-être de vous oublier, mais voilà, vous toutefois c'est tout prévoir de pouvoir appeler. Si vous ne le faites pas et que malheureusement on finissait par contacter votre personne de référence alors qu'il n'est pas informé, ça pourrait sur le long terme se retourner contre vous et vous porter préjudice. Donc c'est très important. Donc ensuite, nous avons les diplômes et les certifications. Si vous avez obtenu des diplômes universitaires, des certificats ou des formations spécifiques pertinentes pour le poste, il est recommandé de les inclure dans votre dossier de candidature. Cela permet à l'employeur de mieux vous évaluer, de mieux évaluer vos qualifications. Donc ensuite, nous avons le portfolio. Alors ça, c'est un guillemets, ce n'est pas nécessaire, ça dépend du poste pour lequel vous postulez, surtout les postes techniques et créatifs, tels que le poste de graphiste par exemple. Vous voyez. Dans le portfolio, vous pouvez inclure
ça permet de mettre en valeur vos réalisations passées, telles que des échantillons des travaux que vous avez eu à effectuer, des projets pour lesquels que vous avez à réaliser. Ça permet aux recruteurs de toucher du bois et en quelque sorte de toucher du bois vos expériences, de comprendre réellement, d'évaluer votre talent. Donc voilà un peu. Il est important de noter que chaque entreprise peut avoir ses propres exigences pour un dossier de candidature. Tout ce que je viens de citer là peut ne pas être demandé dans l'offre d'emploi. Donc par conséquent, je vous recommande vivement de lire attentivement l'offre d'emploi et de suivre les instructions fournies par l'entreprise en dehors de la soumission de votre candidature. Je vous remercie. Merci pour votre réponse. Je retiens qu'un dossier de candidature est un ensemble de documents qu'on soumet pour une opportunité d'emploi et permet aux recruteurs de mieux nous connaître en évaluant nos compétences. Et comme document constitutif, vous avez parlé de la lettre de motivation, le curriculum vitae qui doit être clair et concis, les références, les diplômes et certifications, le portfolio. Toutefois, il faut noter que chaque entreprise peut avoir ses propres exigences. Alors, il est important de lire les offres d'emploi et suivre les instructions fournies par l'entreprise. Nous aimerions savoir ce que recherche généralement un recruteur dans un dossier de candidature. Lorsque nous évaluons un dossier de candidature, nous cherchons généralement des éléments clés qui nous permettent de déterminer si le candidat possède les qualifications, les compétences et les expériences requises pour le poste en question. Il s'agit généralement de voir s'il y a une correspondance avec le profil du poste. Dans ce cas, par exemple, nous examinons attentivement si le parcours académique, les expériences professionnelles antérieures, les compétences et les qualifications sont en adéquation avec les exigences du poste. Donc, assurez-vous de bien comprendre les attentes du poste et de mettre en évidence les éléments pertinents du parcours dans le dossier de candidature. Ensuite, nous recherchons également des expériences professionnelles significatives. Les recruteurs accordent souvent une grande importance aux expériences professionnelles pertinentes. Donc, nous recherchons des candidats qui ont pu démontrer leurs compétences et leur expertise dans des rôles similaires par le passé ou dans des domaines connexes. Donc, vous devez mettre en avant vos réalisations, les responsabilités que vous avez assumées lors de vos expériences précédentes. Ensuite, selon le poste, nous évaluons également les compétences techniques spécifiques requises. Cela peut inclure des connaissances dans des logiciels spécifiques, des compétences linguistiques, des certifications professionnelles ou d'autres compétences techniques essentielles au poste. Je prends par exemple pour quand vous candidatez, je dis tout, pour un poste en tant que comptable, bon, le fait déjà de maîtriser ou d'avoir des certifications dans la maîtrise du logiciel Perfecto ou Sage Sari peut être un atout considérable. Ou par exemple, je ne sais pas, pour quelqu'un qui postule pour un poste d'ingénieur réseau, le fait déjà d'avoir une certification en CCNA ou en CCNP peut être un atout majeur au fait. C'est des certifications quand on voit, quand vous attestez, quand on voit que vous avez vraiment cette type de certification là, ça garantit, ça donne un certain poids à votre candidature, ça donne des garanties à l'employeur ou au recruteur lorsqu'il est en train de consulter votre CV. Donc il faut prendre la peine de mentionner ces compétences-là dans votre CV ou votre lettre de motivation en donnant des exemples concrets de votre maîtrise. Donc, voilà. Ensuite, c'est souvent un élément négligé, mais il est essentiel de démontrer votre capacité à vous adapter rapidement et à apprendre de nouvelles compétences. Les recruteurs généralement apprécient également les candidats qui ont une attitude positive et qui sont ouverts à la collaboration et à l'apprentissage continu. Il peut arriver que vous n'ayez pas la compétence ou les expériences nécessaires, mais au cours de l'entretien, l'intervieweur a remarqué en vous cette passion ou il a remarqué cette attitude positive là que vous dégagez. Et rien que ça
peut l'encourager à peut-être vous donner votre chance. Il m'est arrivé de recruter des gens qui à la base n'ont pas le profil idéal pour le poste, c'est-à-dire qui n'ont pas d'expérience et tout, mais au cours de l'interview, j'ai été accroché, j'ai apprécié cette énergie-là qui dégageait, cette envie-là ou cette discipline-là. Je pense, c'est des trucs qu'on peut déceler par moment au cours d'une interview. Je leur donne leur chance et pour la plupart du temps, je n'ai pas été déçu. Donc, mettez en avant votre flexibilité, votre capacité à vous adapter à de nouvelles situations. C'est très important et ça peut être bénéfique. Donc, ensuite, l'organisation et la clarté, la pertinence de votre dossier de candidature sont également prises en compte. Assurez-vous de bien structurer votre CV, votre lettre de motivation, en mettant en avant les informations les plus importantes. Veillez également à ce que votre communication écrite soit claire, sans faute d'orthographe et de grammaire. Aujourd'hui, je reçois encore des CV où la lettre de motivation a été rédigée en version manuscrite, ce que j'encourage d'ailleurs. Mais quand vous le faites, prenez la peine de ne pas faire des fautes. Il y a des petites fautes qui sont un peu frustrantes. Quand on voit un S qui manque à la fin d'un mot, ou peut-être un le qui a été employé à la place d'un là, des petites fautes banales comme ça, c'est énervant et ça peut peut-être fragiliser votre dossier de candidature. Quand le recruteur il tombe sur votre lettre qu'il lit de pareilles fautes, il n'a même plus envie de continuer ou peut-être d'aller voir votre CV qui peut-être contient des informations déterminantes. Donc voilà, ne grillez pas vos chances en voulant bien faire. Donc, prenez la peine de relire votre CV et votre lettre de motivation avant de soumettre votre dossier de candidature. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ce que nous recherchons généralement dans un dossier de candidature. Je vous remercie. S'assurer qu'il y ait une correspondance du profil du poste, avoir une expérience professionnelle pertinente, avoir une attitude positive au cours de l'entretien et bien structurer le CV et la lettre de motivation. Dites-nous, quelles sont les informations qui doivent figurer dans un CV? Alors, dans un CV, il est important d'inclure avant tout les coordonnées personnelles, c'est-à-dire le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone, et l'adresse email professionnelle en haut du CV. Donc, juste ensuite, il y a ce qu'on appelle l'objectif professionnel ou le profil personnel. C'est un court résumé où il est recommandé d'inclure vos objectifs professionnels qui mettent en évidence vos principales compétences et aspirations de carrière. Je dis tout, par exemple, je suis diplômé en gestion des ressources humaines ou en comptabilité. Je dispose d'une expérience de 3 ans ou de 4 ans dans le domaine et j'aspire à développer encore plus ou acquérir plus d'expérience dans le domaine dans tel domaine, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'objectif professionnel, le plan de carrière en quelque sorte. C'est important de mentionner tout ceci dans le résumé. C'est pas plus de 3 ou 4 phrases. Donc après, vous avez la formation académique. Vous devez enseigner vos formations académiques. À ce niveau-là, il est important de préciser vos diplômes obtenus en commençant par le plus récent. Généralement, je vois d'autres qui font l'inverse, mais c'est très important. C'est pas le plus récent. On veut voir ce que vous avez. Là, le dernier diplôme, c'est ça. C'est pas en bas, on veut le voir. C'est dès le début. Vous mentionnez le nom de l'établissement, le domaine d'études, les dates et les fréquentations, la date de fréquentation ou tout autre détail pertinent comme les distinctions académiques. Juste après, il y a les expériences professionnelles. À ce niveau, il est important d'énumérer vos expériences de travail passées en commençant aussi par le plus récent. Donc, indiquez le nom de l'entreprise ou de l'organisation où vous avez eu à intervenir, le titre du poste, c'est pas stagiaire, assistant, comptable, responsable, voilà, etc. Les dates d'emploi et une description concise de votre responsabilité et des réalisations. Parce que je m'attarde un peu là-dessus. Pourquoi? Je remarque aujourd'hui encore qu'il y a, c'est vrai que c'est beaucoup moins fréquent, mais il y a quand même des candidats qui envoient leur CV et vous verrez par exemple que c'est mentionné, je dis tout,
stage professionnel à la CNSS, de telle date à telle date. Juste à la suite, il passe à autre chose, stage emploi ou bien stage encore à la direction du travail, de telle date à telle date. Il passe à la suite, stage à Padmeux ou stage académique à Padmeux, de telle date à telle date. Point, ça s'arrête là. C'est vague. Nous avons besoin de savoir ce que vous avez vraiment fait là-bas. On a besoin de savoir que vous n'êtes pas allé vous asseoir ou à retourner, vous n'êtes pas assis le matin au soir, vous retournez les postes, que vous avez vraiment, vous avez participé, vous avez fait confiance pour la participation à certains projets et tout. On a besoin de savoir ça. Ça permet de nous situer, de savoir réellement de ce que vous valez. Si vous ne mentionnez pas ça, on va passer à autre chose parce qu'on estime que le CV est vide. Donc c'est très important d'énumérer, de vraiment détailler votre expérience professionnelle. Donc ensuite, après l'expérience professionnelle, il y a la compétence. À ce niveau-là, vous devez mettre en évidence vos compétences pertinentes pour le poste pour lequel vous postulez. Cela peut inclure des compétences techniques, linguistiques ou informatiques ou autres compétences spécifiques à votre domaine d'études. Par exemple, la maîtrise du pack Office, Word, Excel, PowerPoint, ou le fait que vous soyez bilingue, maîtrise de l'anglais, de l'espagnol ou je sais pas, du japonais, du chinois. Vous ne pouvez pas savoir, peut-être que ça peut être aussi un atout que vous n'imaginez même pas. Ça ne vous coûte rien de mentionner ça et pour pouvoir mettre en valeur votre CV. Après cela, il y a la partie des réalisations. Là, vous devez décrire les projets, les réalisations significatives auxquelles vous avez contribué. Cela peut être lié à vos études ou à des stages ou à des activités bénévoles. Après, il y a, pour revenir aux activités parascolaires bénévolat, vous pouvez aussi les mentionner dans une autre colonne. Et là, vous pouvez mentionner vos engagements en dehors du cadre académique. Je ne sais pas si vous avez fait partie de club service, par exemple, le Lions Club, le Rotary. Voilà, ça montre quand même que vous êtes quelqu'un qui a la capacité de mettre service au bénéfice de la communauté. C'est des détails quand même qui peuvent permettre d'avoir une idée sur votre état d'esprit. Voilà. Après, il y a les références. J'en avais parlé au cours de la question précédente, je me rappelle, je me souviens. Donc là, à ce niveau, vous devez indiquer si vous êtes les personnes références et si on vous le demande bien sûr. Donc ça peut être un professeur, un employeur, un ancien employeur ou des personnes qui peuvent témoigner de votre caractère et de vos compétences. Gardez à l'esprit que la clarté, la concision et la pertinence sont essentielles lors de la rédaction de CV. Il est également important d'adapter votre CV en fonction du poste pour lequel vous postulez, en mettant l'accent sur les compétences et les expériences les plus pertinentes. N'hésitez pas, si vous avez des zones d'ombre, à consulter des modèles de CV en ligne. C'est très facile. Ou puis, si vous connaissez des professionnels du secteur, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour pouvoir savoir plus, qu'ils puissent vous éclairer. Ça ne vous coûte rien, c'est toujours bénéfique. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur, pour votre réponse. Je retiens qu'il est primordial d'inclure les coordonnées personnelles, l'objectif professionnel et de détailler les expériences professionnelles et ensuite d'ajouter les autres compétences. Oui, c'est bien cela. Nous avons énoncé un peu plus haut que la lettre de motivation faisait partie des documents constitutifs d'un dossier de candidature. Cela étant dit, quelles sont les informations qui doivent être incluses dans une lettre de motivation? Alors, il est important de commencer votre lettre de motivation en indiquant vos coordonnées complètes, y compris votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse email. Et vous pouvez également inclure la date à laquelle vous rédigez la lettre, c'est-à-dire juste à droite. Juste en bas, vous adressez la lettre à la personne ou à l'organisation responsable du recrutement, à monsieur le directeur, à monsieur le directeur général, à monsieur le directeur des ressources humaines de telle entreprise. Voilà. Et après, il est important de mentionner, d'indiquer clairement l'objectif de votre lettre. Par exemple, candidature au poste de commercial terrain, candidature au poste d'assistant RH. Voilà. Et là maintenant, vous commencez par l'introduction. À ce niveau-là, vous commencez par une salutation appropriée et une introduction concise. C'est-à-dire vous vous présentez brièvement tout en mentionnant votre formation actuelle.
Je peux dire par exemple bonjour monsieur le directeur, suite à l'avis de votre de recrutement publié par vos services, je viens solliciter auprès de vous la faveur de bien vouloir accepter ma candidature au poste de commercial terrain, au poste d'assistant RH au sein de votre société. Vous pouvez peut-être aussi dire, pour profiter en même temps, reconnaître quand même que la réputation de l'entreprise n'est plus à faire. Donc voilà. Ensuite, vous devez mentionner, décrire votre parcours académique en mettant en évidence les diplômes, les certificats ou les formations pertinentes pour le poste visé. Donc, si vous avez une expérience professionnelle pertinente, mentionnez vos réalisations et les responsabilités ou compétences acquises. Voilà. À ce niveau-là, vous devez également aussi expliquer clairement pourquoi vous êtes intéressé par le poste pour lequel qui vous attire spécifiquement. Et vous mettez en évidence vos compétences et vos qualités personnelles ou vos aspirations professionnelles en lien avec les exigences du poste pour lequel vous postulez. Donc ensuite, vous devez montrer que vous avez fait des recherches aussi sur l'entreprise ou l'établissement, voilà, et mentionner les raisons pour lesquelles vous souhaitez y travailler. C'est très important. En lisant votre lettre de motivation, on sent que vous avez pris le temps d'aller vraiment savoir qu'est-ce que l'entreprise a fait, quelles sont les aspirations, quelle est leur culture d'entreprise. C'est très important et c'est bénéfique aussi. Après cela, vous pouvez aussi faire le lien entre votre profil aussi et les valeurs, la culture, les réalisations de l'organisation. Essayez de prendre, de vraiment lire l'offre d'emploi et d'essayer en fonction de l'offre d'emploi, faire un lien avec ce que vous avez comme qualité. Ouais. Ensuite, vous allez au niveau de la conclusion. Là, à ce niveau, vous terminez votre lettre en résumant brièvement vos motivations et en exprimant votre disponibilité pour un entretien ou une discussion supplémentaire. Remerciez le destinataire pour l'attention portée à votre candidature d'avance et tout en utilisant une formule de politesse appropriée, telle que par exemple je vous prie d'agréer monsieur ou madame la directrice à l'expression de mes salutations distinguées. Donc après, juste en bas, vous devez signer la lettre à la main si vous l'envoyez par courriel postal. Sinon, puis vous pouvez juste saisir votre nom. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour ces informations clés et pertinentes que vous nous donnez pour réussir la rédaction d'une lettre de motivation. Vous aviez expliqué au cours de l'émission qu'avoir une attitude positive était un atout pour la phase d'entretien. S'il vous plaît, comment peut-on capter l'attention du recruteur? Pour attirer l'attention du recruteur, déjà, il faut soigner votre CV. Il faut mettre votre lettre de motivation aussi. Assurez-vous que votre CV est clair, bien structuré, met en valeur vos compétences et les réalisations pertinentes. Personnalisez également votre lettre de motivation pour chaque candidature afin de montrer votre intérêt spécifique pour le poste et l'entreprise. Avant de postuler à un poste aussi, prenez la peine de vous renseigner sur l'entreprise et le secteur d'activité. Je l'ai mentionné bien plus tôt dans la question précédente. Essayez de comprendre si possible leurs valeurs, leur culture d'entreprise et leurs objectifs. Utilisez ces informations pour adapter votre candidature et démontrer votre adéquation avec leurs besoins. Par exemple, au lieu aussi simplement d'énumérer vos responsabilités passées, mettez l'accent sur les réalisations et les résultats que vous avez obtenus. Parlez des projets auxquels vous avez participé, des problèmes que vous avez aidé à résoudre et des résultats concrets que vous avez obtenus. Ça permet de savoir que vous n'êtes pas dans le dilatoire, que vous êtes dans le concret, que vous savez de quoi vous parlez et ça vous permet de marquer la différence des autres CV que nous recevons. Donc cela aussi permet de démontrer votre capacité à avoir un impact et à apporter de la valeur ajoutée. Ensuite, utiliser les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn. Je suis abonné sur Facebook, Instagram. Bon, pour moi, ça s'arrête là. Mais surtout sur LinkedIn. Je passe tellement plus mon temps sur LinkedIn que sur les autres réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, ça c'est pour moi en tout cas, c'est quand j'ai du temps à tuer, j'ai envie de me distraire, de rigoler, je vais passer mon temps sur Facebook. Mais voilà, le temps est minimisé. La plupart du temps, je passe mon temps à surfer sur LinkedIn. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en quête d'emploi n'ont pas de profil LinkedIn. C'est très grave aujourd'hui. C'est très grave. Le réseautage est très important.
ça conduit à des opportunités d'emploi cachées. Ou, par exemple, vous pouvez rentrer en contact avec, la preuve, moi, vous m'avez contacté par le biais de LinkedIn. Donc, vous ne pouvez pas savoir, vous avez la facilité de pouvoir rentrer en contact avec un responsable ou un directeur d'entreprise très facilement, sans avoir vous forcément vous déplacer pour aller au sein du siège même de l'entreprise pour pouvoir demander un rendez-vous. Et si aussi vos moyens vous le permettent, pourquoi pas, vous pouvez essayer de participer à des événements ou à des salons professionnels. Je crois la dernière fois, il y a eu au Golden Tulip l'événement LinkedIn local où il y a eu beaucoup de professionnels, de dirigeants de la place qui étaient présents. C'était l'occasion de pouvoir les approcher, de pouvoir discuter, échanger directement avec eux ou peut-être décrocher un entretien. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Il est également aussi important avant chaque entretien, de bien vous préparer. Comme je l'ai dit, de vous renseigner sur l'entreprise en identifiant les compétences clés requises pour le poste et en vous préparant avec des exemples concrets pour illustrer vos expériences. Donc, soyez prêts à poser des questions et soyez naturel parce que je reçois par exemple, je le dis la dernière fois, on a reçu un entretien, un candidat. Le CV était bien présenté et tout, on l'a convoqué, mais elle n'était pas préparée, elle était vraiment stressée au point de ne pas pouvoir aligner un mot. Puis on lui demandait quelle université, quelle est sa dernière université, elle n'était pas capable de pouvoir, elle n'était même pas capable de pouvoir dire j'ai fait telle université, j'ai fait telle chose. Et vous voyez, c'est tout. Préparez-vous en conséquence, mettez-vous, soyez relax, soyez naturel, mettez-vous en valeur, vendez-vous, si je peux le dire ainsi. Voilà, ça ne sert à rien de vous stresser. Et finalement, une bonne préparation vous permettra de vous démarquer, de montrer votre intérêt réel pour le poste. Mettez en valeur vos compétences transférables. Si vous manquez d'expérience professionnelle, mettez l'accent sur vos compétences que vous avez acquises lors de vos études, vos stages ou de vos engagements associatifs. Donc ça, mettez en avant votre capacité à travailler en équipe aussi, à résoudre des problèmes, à communiquer efficacement et à apprendre rapidement. Ouais. On peut ne pas être forcément, je ne dirais pas qualifié, mais ne pas avoir des éléments de base, des attitudes de base pour le poste, mais nos autres aptitudes peuvent nous aider et quand même permettre aux recruteurs de vous donner votre chance, bien que vous n'ayez pas ne correspondez pas forcément particulièrement au profil ou du poste que vous cherchez. Faire une meilleure préparation avant d'aller à l'entretien. Pouvoir se vendre. S'intéresser au réseautage. Merci beaucoup, monsieur, pour ce partage enrichissant. Quelles sont les erreurs à éviter dans un CV et une lettre de motivation? Alors, dans le cadre d'une recherche d'emploi, il est crucial d'éviter certaines erreurs courantes. Déjà, dans le CV, assurez-vous que votre CV est bien structuré et facile à lire. Utilisez des en-têtes claires pour chaque section, c'est-à-dire les expériences professionnelles, formations, compétences, etc. dont j'ai parlé plus tôt, et veillez à ce que les informations soient présentées de manière concise et cohérente. Voilà. Et relisez attentivement votre CV pour éviter les erreurs linguistiques. Les fautes d'orthographe dont je parlais plus tôt peuvent donner l'impression de négligence et de manque d'attention aux détails. Ouais, quand on prend votre CV, qu'on voit qu'il y a des erreurs, des fautes et tout, ça montre qu'elle peut être brouillon et que si on vous retient, durant votre parcours, on sera constamment derrière vous pour pouvoir vous ramener à l'ordre parce que vous avez fait des erreurs. On ne pourra même pas vous faire confiance totalement lors d'une rédaction de courrier, par exemple. Voilà. Ajoutez à votre CV et à chaque poste, adaptez plutôt votre CV à chaque poste pour lequel vous postulez. Donc, mettez en évidence les compétences, les expériences et les réalisations qui sont directement liées à l'emploi visé. Évitez d'inclure par exemple des informations qui ne sont pas pertinentes ou qui pourraient surcharger votre CV. Comme je l'ai dit, soyez concis et cohérent. Ça ne sert à rien d'aller dans tous les sens. Ça, quand c'est trop long aussi, ça finit par se Imaginez, on reçoit une centaine de CV. Si on doit lire des CV kilométriques qui ne vont même pas, qui ne sont pas précis, à un moment donné, on va pas s'en sortir. Donc, facilitez-nous la tâche aussi par moment, en résumant au maximum vos expériences, tout en étant précis. Donc, ça, c'est pour les erreurs au niveau du CV. En ce qui concerne la lettre de motivation,
Évitez les lettres de motivation génériques, c'est-à-dire on vous a envoyé une lettre de motivation, vous n'arrivez pas à l'appliquer, vous ne lisez même pas bien l'offre d'emploi et vous ne l'adaptez même pas à l'offre d'emploi et vous commencez à juste modifier quelque chose et bif, vous envoyez. Au contraire, ça va vous desservir. Quand l'employeur tombe sur votre lettre de motivation, il prend la peine de lire, voir que vous êtes hors sujet, il ne prend pas la peine de lire votre CV clairement. Donc, faites attention à cela. Chaque lettre de motivation doit être adaptée à l'entreprise et au poste spécifique pour lequel vous postulez. Montrez votre intérêt pour l'entreprise et expliquez clairement pourquoi vous serez le bon candidat pour le poste. Je crois que je l'avais dit dans l'une des questions que vous avez précisées. C'est-à-dire, à travers vos expériences, vos capacités, montrez quand même que vous avez de la volonté. Une lettre de motivation aussi ne doit pas être trop longue. Donc, soyez concis encore à ce niveau-là et allez droit au but en mettant vos valeurs en compétences et vos expériences en relation. Ne vous dispersez pas. Ça ne sert à rien de raconter votre vie, si je peux le dire ainsi. Et évitez que les paragraphes soient trop longs. Ça, il faut que ce soit, si je peux dire, court. Et vraiment qu'on retrouve l'essentiel dans la lettre de motivation. Et je vous préfère aussi, il est préférable d'utiliser des phrases courtes, pas très longues, où vraiment on a l'impression qu'on voit des virgules, à ne pas en finir. Voilà. Et éviter aussi des déclarations vagues. Utiliser des expériences concrètes pour illustrer vos compétences et vos réalisations. Parlez de vos projets sur lesquels vous avez travaillé et des résultats que vous avez obtenus ou des compétences que vous avez développées. Enfin, n'oubliez pas également de personnaliser votre candidature en mettant en avant vos points forts, votre motivation et votre adéquation avec le poste. Prenez le temps, encore une fois, de relire attentivement. Si possible, de faire appel à un ami ou à un professionnel de ressources humaines pour obtenir des commentaires et des suggestions sur votre et des suggestions supplémentaires. Ça ne vous coûte rien. S'il te plaît, lire, comme je vous dis, je vous pourrais très bien relire, écrire, rédiger votre CV, votre lettre de motivation. Lire, relire. Voilà, ça m'arrive pas moment. Prenez la peine aussi de faire lire à une personne. Le fait de le faire, cette personne peut très bien, en relisant, et faire attention à des fautes que vous n'avez pas fait attention. Pourtant, dans votre tête, dans votre esprit, c'est clair, il n'y a pas de faute, vous avez lu et relu. Mais lui, un regard neuf, un regard nouveau sur votre livre peut peut-être vous aider à encore améliorer les choses que vous avez peut-être ignorées ou peut-être vous n'avez pas fait attention. Voilà un peu. Merci beaucoup, Monsieur Wissam. Nous venons de finir avec les différentes questions prévues. Nous allons à présent passer à l'étape des questions reçues de la part de ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, Monsieur Wissam. Nous venons de finir avec les différentes questions prévues. Nous allons à présent passer à l'étape des questions reçues de la part de ceux qui nous suivent. D'accord, je suis tout oui. La première question est de Jérémy Tonsou. Il aimerait savoir si la lettre de motivation devrait être manuscrite ou imprimée. Il aimerait également savoir comment adapter son CV en fonction de l'emploi visé, surtout dans le cas où l'on n'a pas suffisamment d'expertise dans le domaine. Alors, à monsieur Jérémy Dansou, je répondrai, moi, j'ai une préférence pour la lettre de motivation manuscrite. Quand la personne a pris la peine lui-même d'écrire, c'est des détails qui comptent beaucoup. On sent qu'il a vraiment pris le temps de s'asseoir, de transcrire lui-même. C'est comme s'il avait pris la peine de transcrire ses émotions. Ouais, ça a un peu plus de poids que quand la personne quand la lettre de motivation est saisie, on peut très bien se dire, c'est quelqu'un qui lui a saisi ça ou c'est quelqu'un qui lui a, on lui a transféré cette lettre de motivation, il a adapté, il l'a juste envoyé. Or, quand la lettre de motivation est manuscrite, on se dit quand même, on voit si la personne a une belle écriture, si la personne a fait des erreurs, s'il ne fait pas des ratures. Souvent, l'écriture aussi reflète notre personnalité, notre façon d'être. Quand la personne a une belle écriture, elle est vraiment lisible. On sait que c'est quand même quelqu'un qui a un sens de l'organisation inné. Vous voyez. Ensuite, il a demandé comment adapter quand on n'a pas assez d'expérience. Déjà, vous pouvez vous référer à vos expériences académiques aussi. Vous avez sans doute, même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle au sein d'une entreprise, vous avez peut-être au cours
d'un événement académique, participer à un programme où vous avez eu à ne pas faire que de la théorie, c'est-à-dire vous avez eu vraiment fait des réalisations, où vous avez participé à des projets pertinents qui vous ont conduit à avoir des résultats donnés. C'est aussi une de l'expérience. Donc, vous pouvez mettre en valeur ces expériences-là au cours de votre vie. Si vous n'avez pas d'expérience, il y a des gens qui n'ont pas d'expérience, aucune, pas du tout, même pas la moindre expérience, mais ils ont su quand même adapter leurs différentes expériences dans les associations caritatives ou autres dans leur CV. Rien que ça a servi juste à décrocher un entretien. Et là, au niveau de l'entretien, ils ont su mettre en valeur. Je me rappelle qu'il y a un CV qu'on a reçu, par exemple. La personne n'avait pas d'expérience professionnelle, mais je crois qu'il avait fait la Croix-Rouge. Il a fait du bénévolat au sein de la Croix-Rouge. Ça a suffi juste à nous intéresser à lui, à le convier à un entretien pour l'écouter. Rien que ça. Donc, l'expérience professionnelle n'est pas forcément une fatalité. On commence forcément par quelque chose. Même moi qui suis ici, je n'avais pas d'expérience. Et il a fallu quand même qu'on me donne ma chance pour pouvoir avoir l'expérience. Si on ne vous donne pas la chance, vous n'aurez jamais d'expérience. Donc, c'est à vous aussi de pouvoir mettre en valeur vos petites expériences que vous avez eues. Pas forcément dans une entreprise, mais dans la vie ou à travers des événements caritatifs ou associatifs. Merci. La deuxième question provient de Marcelin Zissou. Marcelin aimerait savoir, lorsqu'un candidat est en train de se vendre, quelles sont les erreurs qu'il ne doit pas faire pendant l'entretien d'embauche? À M. Marcelin Zissou, je dirais ceci. Au cours de l'entretien d'embauche, comme je l'avais dit, il faut rester naturel. Ne dites pas ce que vous ne savez pas faire. Ouais. Parce qu'il y a des gens, quand on dit de se vendre, c'est de vouloir se montrer extraordinaire. Quitte à ne pas vouloir dire ce qu'ils n'ont jamais fait ou parler des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Et ça peut se retourner contre vous quand vous le faites. Si vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez tomber sur un intervieweur qui peut être vicieux, qui veut vous piéger. Il va vouloir aller jusqu'au bout et vous poser des questions qui pourront peut-être vous enfoncer. Après, vous allez vous retrouver pris au piège. Donc, en vous vendant, mettez-vous en valeur, mais ne dites pas ce que vous ne savez pas faire. Dites ce que vous savez faire de façon précise, à travers des exemples. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai participé, j'ai aidé à participer. Voilà ce que ça a pu faire, voilà ce que ça a amélioré au sein de la société. Donc, c'est des trucs, c'est de cette façon-là qu'il faut que vous vous vendez. Ne dites pas ce que vous ne connaissez pas, ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas juste parce que vous voulez impressionner. Ça peut toujours se retourner contre vous. Merci beaucoup, Monsieur Wissam Alarik Koda. Merci pour ce moment d'échange. Merci pour votre disponibilité et le temps que vous nous avez accordé. Merci également pour vos astuces afin de constituer un dossier de candidature solide et le partage d'expériences. Je vous invite maintenant à dire votre mot de fin afin que nous clôturons cette séance. Comme mot de fin, je tiens d'abord à vous remercier et de m'avoir invité sur ce podcast. Je vous exhorte à appliquer au mieux les différents points que nous avons évoqués au cours de cette émission sur le dossier de candidature. Je vous demande également de ne pas vous décourager si vous ne recevez pas de réponse positive tout de suite et surtout de candidater au maximum car c'est ce qui augmentera vos chances de décrocher un entretien d'embauche qui pourra par la suite déboucher, pourquoi pas, sur un emploi. Je ne l'ai sans doute pas évoqué également, mais il est important pour quelqu'un en quête d'emploi de disposer d'une connexion Internet fixe et stable. Et je peux vous conseiller d'utiliser celle grâce à laquelle j'ai pu participer à cette émission sans encombre majeur et qui regroupe les critères que je viens de mentionner. De plus, elle est accessible et à un prix défiant toute concurrence sur l'étendue du territoire national. Alors, je vous remercie, Madame Fioundé, et bonne soirée à vous. Merci à vous, Monsieur Wissam. Merci à tous les participants. Merci spécialement à ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin avec nous. Merci également pour votre contribution. Merci à l'équipe organisatrice. Je dirai au revoir et à la prochaine pour un numéro encore plus enrichissant de notre émission podcast Employabilité. C'était Christelle Admin Fioundé.